Alors après, on allait dire les discours, en tout cas les grands principes, et ils sont utiles. On va passer au concret, hein, cette fois-ci, avec la remise des prix de l'économie sociale et solidaire pour la région. Alors, ça se passe donc chaque année, vous le savez, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui méritent d'être récompensées et qu'on va appeler au fur et à mesure. Vous allez découvrir des projets différents, des projets intéressants, des choses que vous ne connaissez sûrement pas. Dans la région, on va aller à Besançon, on va rester à Dijon, et ces projets sont vraiment intéressants parce qu'ils concernent notre concret. Je vais appeler Denis Hameau, peut-être pour nous présenter le concours de cette année. Comment ça fonctionne, comment sont récompensés les projets. On peut dire qu'il y a eu, Denis, 3 thématiques cette année pour choisir les candidats, ceux qui agissent, donc ceux qui ont des idées pour que modestement le monde, en tout cas leur environnement, aille mieux. Alors il y avait 3 thématiques, Denis. Oui, alors au fond. Bon, moi, les discours ont été denses, intenses, et on a essayé de vous dire ce qu'on voulait faire. Maintenant, ce qui est important, comme je vous disais, la stratégie, c'est très important. Il faut que ça atterrisse. Donc, je vais quand même dire un mot du jury, parce que ça se fait pas tout seul. Donc, il ne faut pas que les gens croient que tous les deux avec Francis, dans une pièce, on a décidé ça. Donc, on avait quand même un jury représentatif de la diversité de l'ESS avec la CRES, l'URSCOP, la Mutualité Française, la Caisse Solidaire, l'Uriops, France Active, le MOVE, mais aussi le groupe La Poste a participé, la Direct, et donc on a désigné 5 lauréats. Voilà. Un mot sur Francis Côté, qui est à côté de Denis Hameau, qui est conseiller chargé de l'innovation sociale. Voilà, Francis est chargé auprès de moi, il est conseiller, il est régional, mais il va le faire très bien, il va vous dire ce qu'il fait. Oui, merci Denis, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Francis Côté, je suis conseiller régional délégué à l'innovation sociale. Voilà, donc j'ai le grand plaisir de travailler en binôme avec mon collègue et ami Denis Hameau. Alors effectivement, là on est dans le concret. Hein. Tout comme nous l'étions d'ailleurs, je fais un pont très très rapide avec Ralinov, puisque la semaine dernière, pratiquement enfin c'était l'après-midi, mais à une semaine près, donc nous étions au sein du cinéma l'Olympia pour les rencontres régionales de l'innovation sociale, voilà, qui aussi ont donné lieu à une remise de prix, mais pas une remise de prix pour une remise de prix, hein. Une remise de prix qui découlait justement d'innovations qui avaient été détectées sur le territoire de notre région et qui, pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer là, serait trop longue, voilà, ont été primées. Donc voilà, 2 événements en une semaine qui montrent bien que, comme le disait Denis, il y a la stratégie, mais si on reste sur la stratégie, ça n'a pas de sens, et qu'il faut toujours, de même avec le même principe que le générateur, bien regarder de ce qui se passe sur les territoires et puis surtout se nourrir de ce qui vient du territoire et charge à nous après, collectivité, de les aider à exister dans un premier temps, à se pérenniser, voire à se développer. Alors ce concours 2019, est-ce que c'est un bon cru, Denis et Francis, un bon cru? Vous avez eu vraiment le choix, enfin, des difficultés à choisir même? Alors, c'est toujours le paradoxe d'être membre d'un jury, c'est que, très honnêtement, toutes les candidatures, ou tout du moins toutes les initiatives qui avaient été présélectionnées, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup plus que celles que nous avons examinées, voilà, toutes
chacune peut-être par un prisme bien spécial, mais voilà, elles ont tout un point commun, c'est que c'est formidable. C'est formidable pour X raisons, mais à un moment donné, voilà, notre rôle de jury, quelque part, à un moment donné, il est super parce qu'on se nourrit de tout ce qui se fait sur le territoire, mais à un moment donné, voilà, c'est un peu compliqué parce que, comme tout jury, il faut trancher. Voilà, donc il a fallu trancher, mais très honnêtement, c'est pas des choses en l'air comme ça. Tous les projets étaient vraiment de très 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 beaux projets et la sélection a été difficile. Alors dans un concours, on gagne à être connu. C'est pas mal déjà, mais on gagne aussi quelques espèces sonnantes et trébuchantes qui permettent d'avancer évidemment. L'argent, une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on gagne quand on est lauréat ? Alors moi j'ai l'habitude de dire quand on a un bon projet, on n'a pas de problème pour trouver l'argent. Donc c'est que des bons projets qu'on a vus. Et en fait, c'est un coup de pouce qu'on leur amène. Bien sûr que ça va les aider, mais je suis sûr qu'ils pourront aller plus loin parce que leurs idées sont formidables. Alors, on retrouve des choses autour de, vous me parliez des thèmes, autour évidemment de la question de l'écologie, ça faisait partie du développement durable, tout ce sujet-là, le lien social qui est un sujet important, et puis tout ce qui est la question du recyclage, du réemploi, c'est des sujets qu'on va retrouver dans... Et puis il y a des initiatives super touchantes, voilà, ils vous expliqueront parce que voilà, il y a des choses vraiment coup de cœur et intéressantes. Donc on va voir très rapidement 4 prix donc, de la région et puis un prix spécial du jury, on fait un peu comme à Cannes, hein, chez vous. Alors, allons-y, voyons concrètement qui a gagné quoi. Alors j'appelle l'association Traces de Vie. Voilà, Traces de Vie. Prenez ce micro. J'accueille Céline Dion, c'est bien ça? Non, pas du tout. Donnez, d'accord. Et puis, monsieur Jean-Louis Cabrespine. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que cette association, évidemment. Vous dites accompagner, vous existez depuis 2011, hein, et vous accompagnez par l'écriture des enfants et des adultes gravement malades ou en fin de vie, et vous appelez ça des mots MOTS pour soigner les mots MAUX. Comment ça fonctionne ? Alors oui, c'est exactement ça, vous avez quasiment tout dit. Donc on intervient sur la demande des équipes soignantes, des hôpitaux de Dijon, de Dole, de Besançon, de Lons-le-Saunier, qui repèrent en fait des patients, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, donc des patients qui soit sont en repli au cours de leur parcours de malade, soit en souffrance ou qui émettent le souhait de transcrire quelque chose. Vous les aidez comment ? Alors, on va à leur chevet, donc soit à l'hôpital, soit à domicile, et puis on recueille la parole, c'est-à-dire qu'ils racontent. Ils se racontent et ils disent de ce qu'ils ont envie de laisser à leurs proches. Alors la démarche est différente que ce soit des enfants ou des adultes. Bien sûr. Voilà, les adultes sont vraiment sur de la biographie. Vous appelez ça la biographie hospitalière? Absolument, parce que c'est la biographie donc, qui est faite dans un cadre médical ou de fin de vie. Et puis les enfants, eux, sont accompagnés d'une manière un peu différente, puisqu'on leur propose d'incarner un héros qui a un super pouvoir, et à travers ce héros, il va vivre évidemment plein d'aventures. Et à travers l'imaginaire, en fait, ils vont faire ressortir des éléments biographiques, ils vont pouvoir faire dire à leur héros ce qu'ils n'osent pas ou ne peuvent pas dire parfois à leurs parents ou au personnel soignant. Donc en cela, voilà, les accompagnements permettent évidemment de rompre l'isolement de ces personnes malades et puis aussi de sortir de la maladie, de ne plus trop y penser, en tout cas le temps de l'accompagnement. Concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte ? Est-ce que vous savez précisément, est-ce que vous pouvez en quelque sorte quantifier, définir l'apport à ces enfants et ces adultes ? Oui, l'apport de Traces de Vie est non seulement par rapport à l'histoire qu'ils racontent, mais aussi par rapport à leur parcours de soins. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous disent les soignants souvent, c'est que grâce à ça, ça leur permet d'aller plus vite, ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à la souffrance qu'ils peuvent avoir. Et donc on voit bien qu'il y a une relation de cause à effet entre la possibilité de raconter, de se raconter quelquefois, ou de raconter une histoire, et puis
la progression par rapport aux soins qu'on peut avoir sur des maladies graves. Voilà. Alors, bon, il y a certainement beaucoup de personnes qui mériteraient cette biographie hospitalière. Il y a un choix, comment s'opère-t-il, où travaillez-vous, dans quelle structure en particulier? Je suppose que vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour le faire. Alors, ça c'est vrai. Alors, le choix, en réalité, on n'en fait pas, c'est-à-dire que c'est les personnels soignants qui identifient les personnes qui ont manifesté un besoin ou une envie d'écrire, qui ils nous donnent leurs coordonnées, on les rencontre. C'est-à-dire concrètement à Dole, on rentre dans une structure hospitalière et oui. Quelque part vous faites votre promotion en disant voilà, si vous voulez écrire votre vie ou... Non, c'est plutôt les équipes soignantes qui nous connaissent déjà sur le territoire. Évidemment, vous travaillez en collaboration étroite. Qui nous étroite. connaissent depuis plusieurs années et qui font appel à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le besoin de démarcher du tout les services, c'est eux qui font appel à notre service. Et ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on a souhaité que ce service soit accessible à tous, donc à l'hôpital, à domicile, le plus souvent en milieu rural, et qu'il est offert aux patients, à leur famille, c'est-à-dire qu'ils ne déboursent absolument rien, ni pour les accompagnements, ni pour les 10 livres qu'on leur offre. Et pour autant, voilà, notre service a un coût, donc c'est ce que l'association cherche à... Combien êtes-vous dans l'association? 2,5. 2,5, d'accord. Beaucoup de travail donc auprès de... Beaucoup de travail, oui. D'accord. Il y a beaucoup de travail. Alors, ce que je voulais souligner quand même, c'est l'investissement des bénévoles, parce qu'il y a autour de cette équipe de salariés, il y a beaucoup de bénévoles, daulois, puisque l'association est dauloise, mais de plus en plus, nous sommes en train d'essaimer, puisque nous avons des demandes évidemment sur la région Bourgogne-Franche-Comté, mais en particulier depuis qu'il y a eu un documentaire qui est passé sur LCP, que vous pouvez voir d'ailleurs, si vous le souhaitez, sur notre action, on a des demandes qui viennent d'autres régions. Et donc là, on est en train de se poser la question justement du développement aussi. Très, très rapidement, vous avez eu de belles surprises dans les récits des gens que vous avez rencontrés. Je suppose que ça doit être parfois extrêmement émouvant. Oui, moi je vous conseille vraiment de regarder le documentaire, parce que là, vous verrez que on est dans la souffrance, mais on est aussi dans la rigolade quelquefois. Enfin, il y a... moi, je l'ai vu, je sais pas, 6 fois, 7 fois ce documentaire, et je redécouvre des choses à chaque fois. C'est passionnant, quoi, de voir ces gens qui arrivent à oublier leur maladie et à faire partager leur bonheur même de pouvoir raconter, quoi, en fait. Formidable. Bravo. Voilà. Merci. L'association Traces de Vie, et ça c'est pour vous. Voilà, une aide. Oui, à la photo. Alors c'est une aide qui va bien nous aider, puisqu'on est en phase de développement encore, et on vous cache pas qu'on vit pas beaucoup sur des financements publics, on vit beaucoup sur le mécénat ou des dons. Donc c'est important qu'on puisse avoir des reconnaissances comme celle-ci, voilà. Une reconnaissance financière, mais aussi une reconnaissance symbolique. Oui, c'est pas que la reconnaissance financière, c'est la reconnaissance symbolique du travail que font les associations dans les territoires. Moi, j'ai coutume de dire que le modèle de l'économie sociale, c'est un modèle qu'il faut défendre, qui est un vrai projet politique de territoire, et qu'il faut défendre ce projet politique. Et malheureusement, je trouve qu'actuellement, on est en train d'un peu perdre pied par rapport à tout ça. Voilà. Traces de Vie, donc à voir en replay donc sur LCP. Vous avez un site internet sur lequel on peut vous lire ou vous suivre ou... Oui, c'est tracesdevie.fr. Voilà, parfait. Merci. Alors, deuxième projet, on va comprendre tout de suite dans le titre de ce dont il s'agit. Il vient de Besançon, une association qui vient de Besançon, promouvoir la pratique du compostage de proximité, et c'est l'association Trivial Compost. Un mot peut-être, Denis, sur ce choix? Là aussi, on est dans la cohérence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer dans une stratégie... bonjour. Venez. Mettez-vous là. C'est vous les héros, là, quand même. Voilà. On ne peut pas annoncer dans une stratégie régionale qu'on veut
transformer, changer les choses, voilà, s'occuper du développement durable, de la nature, de l'alimentation différemment et ne pas le rendre concret. Et qu'est-ce qu'il y a de plus concret que de récupérer tout ce qu'on potentiellement on jetait avant pour essayer de le valoriser, et donc je trouvais que c'était une belle initiative. En plus, ils vont vous expliquer, ils sont allés assez loin dans leur modèle. D'accord. Compostage de proximité, dites-vous, il y a un compostage éloigné? Là, c'est plus qu'on est vraiment au plus près des habitants, on est vraiment sur des petits territoires, donc compostage de proximité, c'est ça. Et notre association fait ça depuis 10 ans, donc ça, compostage de proximité sous toutes ses formes. Ça s'adresse à qui? Le projet en lui-même? Oui. Parce que l'association Trivial Compost en fait, donc, développe le compostage sous toutes ses formes, donc Besançon et aux alentours, donc les particuliers, mais également les professionnels. Et puis ce projet-là en particulier, donc c'est pour les restaurateurs, mais je vais peut-être laisser Jérôme en parler un peu plus. Oui, concrètement, comment ça se passe? Vous mettez à la disposition des particuliers, des entreprises, des endroits où l'on peut composter, c'est ça? Alors oui, donc on fait un accompagnement, notamment des composteurs en pied d'immeuble. Et voilà, mais là le projet en lui-même, c'est un nouveau projet au sein de l'association qui a pour but de développer la collecte et le compostage des biodéchets des restaurateurs. Donc le but, ça va être de leur proposer une collecte à vélo et un compostage. C'est le nouveau projet. Voilà, ça c'est le projet. C'est le projet depuis cette année dans l'association. Je suis porteur de projet avec Romain Panetier. On travaille depuis mai là-dessus et l'association Trivial Compost nous a accueillis pour qu'on mène à bien ce projet dans leur association. Ça s'appelle les Colamboles? Alors ça, c'était le nom de projet, donc le nom de code. Donc il a changé. Maintenant, on est sorti un peu dans les médias, donc on a réfléchi sur le nom, on a changé. Ça s'appelle Cyclon Post. D'accord. Donc collecte à vélo. Voilà. Collecte à vélo des biodéchets au plus proche des restaurateurs. Après, on a un site de compostage de proximité à l'intérieur de la ville. Vous êtes combien dans l'association? Alors dans l'association, il y a actuellement 3 salariés, des volontaires en service civique et puis une stagiaire. Et on a surtout beaucoup de bénévoles, donc le conseil d'administration bénévole évidemment, et puis donc Romain et Jérôme qui nous ont rejoints depuis quelques mois pour travailler sur ce nouveau projet, qu'on espère évidemment salarier une fois que l'activité aura décollé. D'accord. En quoi ça intéresse, ça pourrait intéresser? Comment vous avez intéressé les restaurateurs à ce projet? Eh ben en fait, ils sont déjà intéressés la plupart. Donc il y en a beaucoup qui voient la problématique. C'est assez difficile pour certains de jeter à la poubelle leur travail un peu, quoi, d'avoir des légumes et de jeter tout ça à la poubelle en sachant que ça va être incinéré. Bien sûr. Voilà, c'est une perte de matière et ça rentre pas dans leur modèle de valeur exactement. Et donc il y en a beaucoup qui font déjà des choses. Donc on va devoir les convaincre de prendre notre service alors qu'ils font déjà des choses de leur côté qui leur coûtent pas forcément d'argent. Donc il y a un gros intérêt pour ça, oui. Parce que concrètement, ils vous payent pour au passage, au kilo Ouais, donc on a trois tarifs. C'est sur l'abonnement au mois. Par rapport à une collecte hebdomadaire ou 2 ou 3. Ensuite, on a le poids au kilo, donc pour inciter aussi qui réduisent en même temps leurs déchets. Et le nombre de bacs lavés pour qu'ils évitent de nous donner 10 bacs à moitié plein. D'accord. Et il va où ce compost ensuite? Donc là, on a un terrain prêté par la ville qui est à 2 km du centre-ville. D'accord. Vous embauchez des sportifs à vélo parce que pour monter au sportifs, restaurant dans la déjà. Citadelle, c'est pas évident, non? Non, mais justement, le financement va nous permettre aussi de nous équiper avec un vélo à assistance électrique, parce que les épluchures, vous le savez, c'est lourd et ça va être tous les jours. Donc voilà, on a beau avoir des sportifs dans l'association, des bons mollets, il va falloir quand même un petit peu d'aide. D'accord. Bon, vous êtes ravis de toucher 4 000 €. Ah oui, clairement, ça va bien nous aider à commencer. C'est pas que l'argent, c'est aussi le fait qu'on va se faire connaître, parce que on a besoin d'un peu plus pour démarrer. On a lancé un financement participatif pour acheter tout le matériel nécessaire au départ du projet. Donc on espère pouvoir démarrer ça très vite, parce que on a vraiment envie de commencer à travailler. Merci. Un mot, Denis? Moi, ce que je voulais, c'est que cette initiative puisse inspirer plein d'autres villages, villes, intercommunalités, pour qu'on se dise que
quelques kilos de déchets ou quelques centaines de kilos de déchets multipliés par le nombre de villes, ça fait très vite des tonnes. Je recevais hier les gens de la Défense pour un autre projet pour Dijon. Par jour, ils jettent 9 tonnes de déchets à la Défense. Voilà, c'est juste pour vous imaginer ce que ça peut représenter en fait comme perte, alors qu'on pourrait valoriser et qu'on peut en faire quelque chose de positif. Très bien. Trivial Compost, Besançon. Merci. On aimerait juste remercier d'ailleurs tous les acteurs qui sont déjà engagés dans cette initiative dans d'autres villes. Il y a notamment Nantes, Strasbourg, Paris, Toulouse, Metz et Dijon, oui, aussi. Ouais. Et aussi la BGE qui nous suit dans le suivi de notre projet. La photo. Vous avez un site où on peut suivre vos activités aussi? Ouais, alors il y a le site de Trivial Compost, trivialcompost.org, et il y a aussi la page Facebook du projet qui est Cyclon Post. La photo. Merci et bravo encore. Troisième prix dans un autre domaine très différent, une association d'aide aux détenus. C'est peut-être Philippe Bory qui est là. L'association d'aide aux détenus qui existe depuis 86, 33 ans déjà, venez avec nous. Vous avez un projet de lutte, dites-vous, c'est un peu un néologisme, un projet de lutte contre l'illectronisme, qui est une prolongation en fait de la lutte contre l'illettrisme. Vous avez peut-être compris ce dont il s'agissait. L'illectronisme, bien, c'est ne pas savoir se servir des outils qui deviennent de plus en plus indispensables, parfois même obligatoires, au détriment de certains qui ne peuvent pas les utiliser. Et dans ce cadre d'aide aux détenus, vous allez développer un logiciel où vous avez développé, vous êtes en train de le faire, d'un logiciel qui s'appelle Amusal. De quoi s'agit-il ? Mais peut-être avant de parler du logiciel, dire que l'association qui intervient à la maison d'arrêt de Besançon, elle intervient auprès d'un public très particulier. Donc les gens qui sont empêchés, qui sont enfermés. Et pour nous, le prix, il est important, à la fois financièrement, mais aussi parce qu'on va mettre le projecteur sur une population très particulière que peu de gens connaissent. L'association d'aide aux détenus, elle s'appelle 2AD, en fait. On dit 2AD à Besançon. Elle intervient pour permettre des actions d'accès à la citoyenneté, le maintien des liens familiaux, l'accès à la culture, mais surtout, elle s'adresse aux publics les plus fragiles de la prison. Donc, ce qu'on appelle d'un mot qui n'est pas très joli, les indigents. Donc, pour ces personnes-là, nous, on fait en sorte que le maintien des droits sociaux soit opérationnel à la sortie de détention. Maintien du RSA, la CMU et d'autres domaines comme celui-ci. Mais on a un atelier auprès des illettrés, donc avec lesquels on travaille sur les bases du français. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a une problématique d'accès au langage écrit, mais il y a encore plus une problématique d'accès à tout ce qui est l'électronique. Et il y a un projet qui nous inquiète un petit peu, c'est le projet 2022. 2022, tout devrait être dématérialisé au niveau de l'accès aux droits sociaux. Alors c'est sans doute ambitieux, mais pour ceux qui sont dans la fracture numérique, pour ces gens-là, ça sera sans doute un gouffre numérique. Et c'est pour ça que Philippe Bory a mis en place un logiciel qui va permettre d'atténuer cette fracture et Philippe travaille beaucoup sur ce domaine-là, donc je lui laisse la parole. Amusal, Philippe Bory, c'est un sigle ? Oui. Alors, je garde le A pour la fin, si vous permettez. Le M, ce sera maîtrisé, le U, ce sera utilisé, et puis SAL, c'est site administratif en ligne, tout simplement. Donc l'idée c'est que... comme disait François, la plupart des personnes détenues sont soumises à des visites fréquentes sur les sites administratifs, dont le site de la CAF, etc., ne serait-ce que pour pouvoir bénéficier du RSA. Tant qu'ils sont en période de détention, ces démarches sont assurées par Corinne, ici présente,
qui est chargé de mission et qui a en charge justement le suivi, voire la réactivation des dossiers RSA. Sauf que ces personnes-là, en particulier à la maison d'arrêt de Besançon, où les peines sont généralement de courtes peines, vont se retrouver, une fois libérées, confrontés à ces problèmes de suivi, de maintien, et n'auront absolument pas l'expérience nécessaire pour tout simplement se rendre sur les sites, trouver les bonnes cases, etc. Alors, il nous est venu l'idée de dire, je m'en suis un petit peu rendu compte un jour en discutant avec un des élèves de l'atelier illettrisme, justement. Nous avions des questions de compréhension à l'écrit, et après les avoir lues, il m'a dit, en tout cas, c'est beaucoup plus facile que sur les ordinateurs. Alors je lui ai demandé un petit peu de quoi il s'agissait, et il m'a expliqué qu'avant d'être en détention, il avait eu je ne sais trop quelle démarche administrative à faire sur un site, et qu'il avait renoncé parce que pour lui c'était un parcours du combattant, quoi. Il me dit, tu comprends ceci, cela, puis après je clique là-dessus, puis je vais sur une autre page, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus comment on revient, etc. Il n'y a pas que pour les détenus d'ailleurs. Hein. Pardon. Il n'y a pas que pour les détenus que c'est compliqué. C'est vrai que pour certains, et je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte en discutant que parmi monsieur et madame tout le monde, il y avait des tas de personnes qui, avaient quand même quelques difficultés à faire ce que la plupart d'entre vous ici sans doute font maintenant de manière automatique. Et du coup, je suis allé visiter un certain nombre de sites et j'ai fait un inventaire d'un certain nombre de difficultés courantes. Alors il y avait tous ceux que je connaissais parce que c'était des sites que je fréquentais régulièrement. Et du coup, j'ai été faire d'autres visites. Je vous rassure, je suis resté dans le domaine que la morale ne réprouve pas. Hein, je n'ai pas été partout non plus. Et j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de manipulations récurrentes qui présentaient toujours les mêmes pièges. Et j'ai j'ai essayé de voir ce qui existait. J'ai fait le tour des maisons de quartier, des maisons des services, etc. C'est-à-dire de structures qui s'offraient pour des aides à la personne. Et non seulement on m'a dit que rien n'existait dans ce domaine, mais on m'a dit un jour dans une maison des services, mais si vous trouvez quelque chose, ça nous intéresse, on est preneur. Donc petit à petit, cette idée est venue de faire ce qui sera non pas un logiciel, ça c'est l'informaticien qui m'a dit, il ne faut pas mélanger les termes, c'est pas un logiciel, ok, ce sera une application. Parce qu'une des spécificités du travail en milieu carcéral, c'est qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, bien entendu, pour des raisons de sécurité évidentes, ce qui fait que même pour s'entraîner, c'est impossible. Donc l'idée a été de créer une application qui va s'inspirer des sites existants les plus utilisés parce que les plus nécessaires dans la vie courante et d'en faire quelque chose de complètement virtuel. Avec toutes les extensions qu'on pourra arriver à faire, c'est-à-dire, il y aura des administrations virtuelles, mais pourquoi pas une boîte postale, une boîte mail virtuelle, qui évidemment n'aura qu'un fonctionnement très limité en interne, mais pourquoi pas, l'important étant d'apprendre à s'en servir. Pourquoi pas une banque virtuelle avec toutes les possibilités d'entraînement aux diverses démarches qu'on peut attendre de ces sites qui bientôt ne seront plus que dématérialisés. Très bonne idée, Philippe Bory. C'est en passe d'être réalisé. Pour l'instant, si vous voulez, il y a deux phases. Il y a la phase de conception, j'allais dire sur papier, dont je me charge un petit peu, et ensuite il y aura la phase informatique. Alors l'informaticien, il a commencé à fouiller, et puis on sait exactement ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Là, on en est dans la phase de mise en forme. Un mot encore peut-être dire un petit mot que cette application sera utile aussi, pas uniquement aux détenus, aux lieux de détention, mais aussi à tout le monde. Donc les maisons de quartier seront éventuellement intéressées par cet objet. Bien sûr. Juste, si vous permettez, j'ai oublié le A quand même. Le A, c'est apprivoiser. D'accord. Apprivoiser la difficulté grâce à vous. Grâce à vous. Bravo. Bravo. Un mot, Denis, rapide. Pour le jury, c'était, vous voyez, c'est des chouettes projets. Hein. C'était important parce que moi, je mesure la valeur d'une société à sa capacité à s'occuper des plus faibles ou des plus empêchés. On est en plein dedans. La deuxième chose, c'est ce que vous avez dit sur 2022, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est la même chose que les gilets jaunes, pour moi.
Si on met cet objectif-là, on doit avoir des alternatives. Sinon, on est politiquement irresponsable. C'est vraiment très important. Parce que c'est pas en 2022, quand on s'apercevra qu'il y a je sais pas combien de pourcents de la population, c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on n'est pas dans l'électronisme. Hein. Je connais des tas de jeunes avec lesquels je discute, puisque je m'occupe un peu de numérique aussi, qui sont super à l'aise avec les smartphones et très intuitifs avec les différents réseaux sociaux, mais qui, face à une procédure administrative, sont complètement à la rue. Et donc le sujet, c'est pas ils ont tous un smartphone, ils vont se débrouiller. C'est ce que vous avez dit très précisément, c'est que face à un certain nombre de systèmes, parce qu'ils ont une logique où ils s'adressent à eux-mêmes, ces systèmes, ceux qui les ont conçus se sont adressés à eux-mêmes, ils ne se sont pas adressés à l'utilisateur. Et donc ce qu'on a à travailler, c'est ça. Et donc moi, voilà, hein, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est un sujet politique. Hein, on n'est pas en train de faire de la technique. Merci. Donc, association d'aide aux détenus. Vous aussi, vous avez un site où on peut vous suivre, où on peut suivre vos... Non. Pas encore. Très bien. Allez, on va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on a retard sur le programme. Le 4e prix régional, une association dijonnaise et qui s'appelle la Recyclade. Hein. C'est une création, la Recyclade, qui date de 2016, qui est récente. Hein. On a bien compris que c'est fondé sur le recyclage, mais quoi de particulier? Bonjour Frédéric Ramette. Bonjour. C'est bien ça. Objectif et fonctionnement de la Recyclade. Alors, la Recyclade, nous sommes une recyclerie. 2 ans d'ouverture d'une boutique qui se situe dans le quartier des Bourroches. En 2 ans, c'est 60 tonnes d'objets qui ont retrouvé une seconde vie. C'est 2 salariés, c'est 40 bénévoles. C'est une équipe qui tourne bien et maintenant l'idée c'est de se développer, c'est d'aller un peu plus loin et d'essaimer le modèle économique qu'on a mis en place. Alors qui recycle quoi? Pour qui? Alors tous les objets de votre quotidien. On est sur le réemploi, donc tout ce que vous trouvez chez vous, on le trouve dans notre boutique à des prix très bas. Des exemples, l'électroménager Électroménager, du bibelot, des habits, de la vaisselle, tout ce qu'on peut avoir, des jeux pour enfants, du mobilier. Voilà. Et donc, deuxième chose, c'est un atelier de transmission, dites-vous. Il ne s'agit pas de réparer, mais d'apprendre à certains de réparer. C'est ça, on a cette mission aussi de sensibiliser les personnes et tout public au réemploi. Et pour ça, on a créé des ateliers qui sont de plus en plus demandés sur comment modifier un meuble, comment l'enjoliver, puisque nous on dit le réenchanter, puisqu'au lieu de le jeter parce qu'il est ancien, on peut le patiner et lui donner d'autres allures. On a aussi des ateliers style café réparation où on peut réparer des appareils, apprendre à réparer ou au moins diagnostiquer, parce qu'on sait que c'est très compliqué avec l'obsolescence programmée, mais voilà, on essaye. On est sur ces combats-là. Combien d'emplois créés depuis votre création? Alors, depuis la création, on a créé 2 emplois. On a beaucoup de demandes et on répond aussi à beaucoup de besoins. Donc l'idée maintenant sur 2020, c'est de créer un 2e magasin, un 2e endroit, un 2e lieu. Alors j'en profite là parce qu'on ne le trouve pas, on a un petit peu de mal. Je lance un appel. Si vous avez quelque chose en tête, ça nous servira. C'est de créer un 2e lieu qui, avec son financement, devrait créer 2 nouveaux emplois. Et puis plus tard, pourquoi pas une autre structure, une 3e, avec 2 nouveaux emplois, voire plus, parce qu'après on aura un petit peu plus de et là vous arrivez à la multinationale, mais on n'en est pas encore là. Vous voulez faire profiter aussi de votre expérience d'autres villes, d'autres structures? Oui, c'est ça. Alors c'est l'objectif aussi pour 2020. On rame, on apprend, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont envie de monter une recyclerie. Et on a envie de transmettre tout ce qu'on a pu apprendre pendant ce parcours initiatique et de leur proposer une formation, une immersion pour que concrètement ils voient ce que c'est qu'une recyclerie, comment on la monte, les difficultés qu'on a,
quand au quotidien on vous amène plus de 300-400 kilos d'objets et qu'on a 25 mètres carrés de garage, comment on fait, hein? Donc on trouve des solutions, hein, on y arrive, on est créatif. Vous y avez réfléchi, vous voulez en faire profiter d'autres. C'est ça, c'est ça. Alors on a déjà de la demande parce qu'on a un modèle économique qui tient la route, qui est exemplaire, et du coup les gens viennent nous voir en disant mais comment vous avez pu faire? Très bien. Donc on veut transmettre ça pour qu'ils en profitent. Ça s'appelle la recyclade. C'est ça. Et un chèque pour la recyclade, le même. C'est l'anti-Black Friday. Pouvez-vous rendre aujourd'hui au lieu d'aller au Black Friday Juste pour finir, en fait, nous on est du Black Year. On a des prix bas et des promos toute l'année. C'est ça, on n'est pas... 4 000 € pour la recyclade. Merci et encore bravo. Le dernier prix, c'est le prix spécial du jury. Juste un mot, pourquoi ce prix à côté des autres, en un mot? Il y a toujours dans ces jurys un projet qui, à un moment donné, fait que quand on fait le tour de table, on se dit on est obligé de le garder, quoi. C'est dommage, quoi. Ouais, donc ils vont venir vous en parler. Alors ils vont sortir les mains de leur poche et ils vont venir puisque ce projet s'appelle Sors les mains de tes poches. Donc, pourquoi faire? Bonjour messieurs, dames. L'association est à Besançon. Voilà. Et c'est un soutien principalement aux sourds et malentendants. Vous nous expliquez? Alors oui, un projet citoyen, dites-vous. Hein. Oui, c'est un projet citoyen. Cette association, elle existe depuis 4 ans. Elle est toute jeune. Et elle est née en 2016. Et c'est au départ pour favoriser l'accès à la culture pour les personnes sourdes et malentendantes. Et principalement pour les personnes sourdes signantes. Donc avant de commencer ce projet, on a appris nous-mêmes la langue des signes. Voilà, pendant 6 mois, non-stop, 30 heures par semaine. Pour communiquer avec eux par le biais de vidéos dans leur langue, pour voilà, qu'ils aient accès à ces lieux culturels, aux programmations artistiques. Nous, on les analyse, ces programmations, parce que bien sûr, on ne peut pas tout proposer, donc on part plutôt sur des spectacles visuels. Aujourd'hui, on en est aussi à adapter des spectacles en langue des signes. Et voilà, et on travaille avec des structures culturelles, principalement pour l'instant sur Besançon. Mais comme il n'existe pas grand-chose, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est l'accès à la culture. C'est l'accès à la culture, voilà. Et après, ça devient de plus en plus large, puisqu'on a des demandes. L'année dernière, du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, on a intervenu auprès des collègues pour faire de la sensibilisation sur la question de la surdité et du coup des initiations aussi en langue des signes. Voilà, donc on commence à toucher de plus en plus de terrain et au-delà de la culture. On donne aussi des cours en langue des signes. Plus de gens apprendront cette langue qui est absolument magnifique, plus la majorité l'apprendra et plus la minorité pourra communiquer avec nous. On sortira de cette impasse de communication. Voilà. Juste une question comme ça, est-ce que vous intervenez dans les écoles? Oui, on intervient dans les écoles. On sait que la langue des signes, dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage de la lecture, peut être très profitable. Oui, tout à fait. Et on fait du bébé signe aussi. Voilà, donc on intervient sur tous les terrains. On peut travailler avec des personnes autistes, on peut travailler avec des personnes qui ont des maladies, je ne sais pas, qui sont muettes. Un sourd n'est pas muet. Voilà, un sourd n'utilise juste pas sa voix parce qu'il ne sait pas comment faire. Sors les mains de tes poches, il faut agir. Pour agir. Et pour agir, il faut sortir les mains de ses poches et parler le langage des signes, hein, c'est bien ça? Pour parler la langue des signes. Comme on le voit ici. Je me permets. Pardon, la langue. Un mot, Denis? Bah voilà, vous avez vu tous ces projets, ils sont juste formidables. Et celui-là, on s'est tous regardés dans le jury et on a dit il sera sur scène, c'est pas possible autrement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors on sort les mains de ses poches pour applaudir.
Et au-delà du petit cadeau pécunier, on va pouvoir acheter une imprimante, alors merci. C'est une jolie reconnaissance pour tout ce travail qui est fait avec une personne salariée et une dizaine de bénévoles et 60 adhérents. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Sors les mains de tes poches à Besançon. Merci. Merci.